bonsoir. Au nom du bureau de la Cinémathèque que nous vous accueillons ce soir, je vous remercie d'être venus si nombreux et j'accueille Pierre Tournemire qui est vice-président de la Ligue et qui nous dira quelques mots auparavant, puis avant que Franck nous explique le programme détaillé de cette soirée. Auparavant, peut-être dire que je suis très très heureux au nom du bureau et de Robert Guédiguian d'être là ce soir parce que malheureusement nous n'avons pas pu honorer les 150 ans de l'histoire de la Ligue que nous avions en partie organisé à la Médiathèque Cananis à l'occasion de la parution aux éditions de la Découverte de ce beau travail de Jean-Michel Giand, dont je suis heureux de pouvoir me rattraper un peu ici à la Cinémathèque et non pas à la librairie. Et puis c'est surtout une façon pour moi de remercier quelques-uns de ceux qui ont fait une partie de ma vie et de mon cours au cinéma. Je l'ai juste en face de moi, donc d'abord Michel Desdebats, et parce que mes premiers pas dans le cinéma d'art et essai, à part dans le salon familial et devant la télévision, je le disais tout à l'heure d'ailleurs que Robert Guédiguian a eu ce même parcours, il a aussi appris le cinéma devant sa télévision, la télévision de la chaîne unique du Général de Gaulle, il faut de temps en temps pouvoir le remercier aussi quand même. Et donc mes premiers pas c'était à côté à la Cave Poésie, et qui était à l'époque un ciné-club, dont tu t'occupais, Michel, et je te remercie de m'avoir donné l'occasion de voir des films, beaucoup de films, et puis de rencontrer des auteurs. C'était pas tout le temps confortable, hein. Je me souviens de cette soirée pour l'heure des brasiers avec Solanas, plus de 4h30 sur des chaises de jardin. Bon, peut-être le mal de doute ce soir, je crois pas quand même que je le doive à ça. Bon, merci en tout cas d'avoir veillé au nom de la Ligue à ce qu'il y ait tout un travail qui soit fait pour la lecture, mais aussi pour le cinéma. Nous entendrons peut-être tout à l'heure Pierre-Alexandre Niquez, qui continue ce travail que tu as peut-être commencé. Le travail de Ciné-Club, c'est toi qui avais commencé, Michel, ou tu le dis, voilà. Donc Pierre-Alexandre qui le continue, et je salue Guy-Claude Marie s'il est dans la salle. S'il ne l'est pas, on va le saluer depuis Toulouse, puisque nous avons eu de longues années de collaboration au Cratère avec Guy-Claude et maintenant avec Pierre-Alexandre. Merci aussi, cher Guy Chapouillet, d'avoir permis au cinéma d'avoir son école à Toulouse. Je crois qu'on se connaît depuis les balbutiements de cette merveilleuse école qui, à l'époque, n'était pas de l'autre côté de la rue, mais qui permet d'enrichir ici une politique du cinéma qu'on aime connaître et qu'on aimera sûrement connaître encore plus glorieuse et encore plus productive. Voilà, je crois que j'ai tout dit à propos de ce petit accueil, et je vais céder à vous la parole. Bien, merci. C'est un plaisir de me retrouver à Toulouse, et je regrette un petit peu les projecteurs qui m'empêchent de voir les figures dans la salle. Je dois avoir beaucoup de têtes connues, mais merci. Mais quand Michel Desdebats m'a indiqué cette soirée, bien sûr, j'ai répondu tout de suite que je ferais le maximum pour être présent. Il a fallu faire un petit peu d'acrobatie parce que j'étais obligé d'avoir aujourd'hui une réunion à Paris. Mais heureusement, les avions arrivent parfois à l'heure, donc il n'y a pas de problème. J'ai pu être là juste à temps. Et puis, c'est un plaisir de retrouver Pascal, parce que si la Ligue de l'enseignement devait bien entendu, dans le cadre de 150 ans, travailler sur le cinéma, Pascal y a largement contribué. Et la seule légitimité que j'ai à ça, c'est que j'ai un peu contribué à ce qu'au début, tu puisses trouver les conditions d'un travail sur le cinéma. Donc, c'est avec grand plaisir. Ce qui fait que, en vous souhaitant une excellente soirée, je vais me contenter de dire ça, puisque je crois que lui parlera mieux que moi du cinéma à la Ligue. Et il peut aussi parler des 150 ans, mais si jamais il y avait besoin, je pourrais y revenir par la suite. Donc, je lui laisse tout de suite la parole. Merci. Voilà, et juste avant que Pascal Larbory ne commence cette conférence, Laborderie, pardon, je voulais juste remercier également les archives départementales qui sont partenaires de cette soirée. Je voulais aussi dire deux mots de cette exposition. On va y revenir, une exposition consacrée aux affiches des ciné-clubs toulousains, qui est installée donc depuis le début de la semaine dans le hall de la Cinémathèque, que vous découvrirez, qui sont à 80% le travail de Michel. Voilà, et Michel, on vient de donner 170 affiches à la Cinémathèque de Toulouse.
et c'est absolument exceptionnel. Et il y a un gros travail à faire sur ces affiches, d'analyse, de recherche, qu'on va poursuivre. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure ce matin avec Pascal. On va poursuivre ce travail, et certainement aussi à travers l'édition d'un livre autour de ces affiches et de cette grande histoire auquel... Voilà, une histoire à laquelle la Cinémathèque, bien sûr, doit beaucoup, hein, puisque si on est là, c'est aussi grâce à ce travail, à ces passeurs, à ces militants du cinéma qui ont œuvré pendant des années comme ça, effectivement dans des espaces qui n'étaient pas toujours confortables, mais qui ont travaillé le terrain et qui ont fait ensuite que sur ce territoire, le cinéma soit si présent et que la pratique du cinéma soit aussi forte ici à Toulouse et dans la région. Donc un grand merci à tous nos partenaires, un grand merci donc à Michel Desdébats, à Guy Chapouillet, à Pierre-Alexandre Niquez qui vont nous rejoindre tout à l'heure pour une table ronde qu'on va faire juste après la conférence. Un merci aussi à Guy-Claude Rochemont qui a participé aussi à cette histoire, ancien président de la Cinémathèque, qui est actuellement encore au bureau de la Cinémathèque et qui souvent d'ailleurs nous rappelle, enfin moi je sais qu'on en parle souvent, de ces salles aussi qui ont disparu à Toulouse, toutes ces salles, toutes ces salles de quartier qui ont disparu, mais qui ont fait aussi partie de cette histoire. Et puis Alice Gallois aussi, qui est universitaire, qui sera aussi avec nous tout à l'heure et qui a travaillé avec Pascal Laborderie. Alice nous rejoindra sur la partie rencontre. Mais donc je cède la parole dans un premier temps donc, à Pascal Laborderie, qui est professeur à Paris 3, qui est l'auteur d'un très bel ouvrage, Le cinéma éducateur laïque, paru chez l'Harmattan. Et Pascal donc, va nous introduire dans cette histoire, avec une vision certainement assez générale aussi au niveau national. Et puis ensuite, on reviendra dans un deuxième temps avec tous nos acteurs sur la partie peut-être plus locale, cette histoire ici à Toulouse, comment elle s'est écrite, on reviendra sur l'histoire. Et puis sur l'héritage aussi. Qu'est-ce qu'on a fait de tout ça? Comment aujourd'hui les choses se vivent? On parlera de Cinéfolle, bien sûr, de tout le travail que le Cratère continue à faire, et puis que la Cinémathèque, à sa manière aussi, continue à faire ici. Voilà, c'est un grand plaisir pour nous de vous avoir réunis ce soir. Et voilà, j'espère qu'il y aura aussi beaucoup de questions de la salle et un échange qui pourra s'installer en fin de soirée. Et puis ensuite, bien sûr, il y aura la partie projection. On y reviendra dans quelques instants. Voilà, on s'installe et puis on commence, Pascal. Oui, installez-vous, merci. Merci à tout le monde. Pendant ce temps-là, je vais faire un petit intermède numéro de claquette devant vos yeux éblouis. Je savais que l'ambiance à Toulouse était chaleureuse. Mais alors, là, la climatisation, elle marche à fond. Bon, très bien. Alors, oui, est-ce que je dois remercier les personnes ici présentes de m'avoir invité? Bien naturellement, mais là, c'est quand même assez exceptionnel. Pierrot Tournemire, qui est toujours aussi affable et modeste. Non, je remercie Pierrot d'être venu parce que lorsque j'étais jeune étudiant à l'université de Paris 3 et que je cherchais quelqu'un qui pouvait, je dirais, m'aider dans mon travail de recherche sur le cinéma laïque de l'enseignement, eh bien, j'ai toqué à la porte rue Récamier et j'ai eu une oreille attentive et je pense que Pierrot m'a véritablement mis le pied à l'étrier. Donc je t'en remercie publiquement. Merci Pierrot de ton aide. Bon. Et puis aussi, cette conférence, elle a un sens par rapport au travail qu'on essaie de mettre en œuvre pour valoriser justement les affiches que Michel Desdébats a réalisées avec aussi un certain nombre de personnes dans le cadre des ciné-clubs. Donc moi, dans mon état d'esprit, je venais au vernissage de l'exposition de Michel Desdébats. Donc la conférence, c'est, je dirais, le premier étage d'une fusée, de la fusée des débats. Voilà. Donc, bon. Donc pour me présenter rapidement, parce que là, ça fait sérieux, mais je voulais vous dire que je pense avoir un peu la street legitimacy, parce que j'ai animé moi-même des ciné-clubs avant de passer à l'étape, je dirais, de la maîtrise de conférences. J'ai été aussi directeur de centre de vacances à la FOL Vendée pendant des années. Donc pourquoi j'ai travaillé sur le cinéma et la Ligue de l'enseignement, c'est parce que, par ailleurs, je me définirais aussi comme un militant laïque. Vous voyez, donc il y a plusieurs casquettes, si vous voulez. Toute parole est toujours un peu porte-parole, on va dire. Alors, je suis un peu ému aujourd'hui parce que, si vous voulez, il s'agit de faire l'histoire de l'éducation populaire par le cinéma devant des gens qui l'ont faite. Alors, j'ai déjà soutenu, je me souviens, une année, ma thèse au conseil d'administration de la Ligue de l'enseignement. C'est un peu comme, le début de Little Big Man, vous voyez, il y a le petit jeune qui arrive, et puis qui raconte au gars qui a fait la bataille de Little Big Horn, ce qui s'est passé pendant la bataille. Et puis le gars lui dit, bah, écoutez, mettez votre magnétophone. Donc j'ai bien conscience ici qu'il y a
pas mal de vieux de la vieille qui ont des choses à m'apprendre sur cette histoire, n'est-ce pas? Pour autant, j'ai envie de dire, pour camper un peu la posture de l'expert et puis aussi du conférencier, j'ai été aussi surpris en parcourant les différentes ligues de France et de Navarre, et puis aussi aux communications de la Ligue de l'enseignement, m'apercevoir qu'il y avait au moins toute une partie de cette histoire qui avait été oubliée et éclipsée justement par la période cinéphilique. Donc mon idée, c'est de faire une histoire de la Ligue de l'enseignement et du cinéma, mais à partir de avant le cinéma même. Donc ce que je vous propose, c'est de partir de 1889 pour arriver à 1989, donc 100 ans d'histoire du cinéma et de la Ligue de l'enseignement et du cinéma. Alors le premier ouvrage, puisqu'on est dans un anniversaire, ce sont les 150 ans de la Ligue de l'enseignement. Donc vous avez l'Utopie citoyenne qui vient de sortir. Il y a un ouvrage de Jean-Paul Martin qui vient de sortir, donc je ne sais pas si on peut le commander encore maintenant, voilà, c'est ça, qui est une somme, un ouvrage magnifique sur l'histoire de la Ligue de l'enseignement. Et puis j'ai envie de dire une petite focale sur le cinéma. Alors celui-ci qui est sorti en 2015, que vous voyez présentement, le cinéma éducateur laïque, qui raconte l'histoire de la Ligue de l'enseignement et du cinéma dans l'entre-deux-guerres. Ce qui est, entre autres, je dirais, quand même ma spécialité. Et un ouvrage collectif, la Ligue de l'enseignement et le cinéma, qui est sorti cette année en avril 2016, et qui fait la période des ciné-clubs. Alors, pourquoi c'est un ouvrage collectif? Parce que j'étais un peu feignant, donc ça on ne pourra pas le couper au montage. Et donc je me suis dit, il faudra faire travailler les autres, parce que je ne me sentais pas le courage de faire ça tout seul. Bon. Toujours est-il qu'il y a sans doute encore une histoire à faire, c'est ce qui s'est passé à partir d'école et cinéma, et je crois que c'est aussi le sens de notre rencontre et de notre table ronde, c'est de faire le lien avec aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez en haut une question en introduction, des enjeux de l'histoire de l'éducation populaire par le cinéma. Alors j'ai envie de dire que dans un premier temps, pour les néophytes ou pour les profanes, dans un premier temps, il s'agit tout simplement de faire œuvre de mémoire par rapport à une histoire oubliée. Et en même temps, j'ai envie de dire, le deuxième aspect, c'est de dire qu'il y a eu une époque qui est différente de la nôtre. Savoir que si on fait de l'histoire, il y a des choses qui sont irréductibles à aujourd'hui. Donc ensuite, après, on recollera on fera peut-être des liens avec aujourd'hui, mais dans un premier temps, l'idée c'est de dire que c'est différent, quoi. Alors, un plan classique en termes d'histoire du cinéma, la période d'avant la Première Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres et puis l'après-Seconde Guerre mondiale. Alors tu parlais tout à l'heure, Pierrot, tu disais, voilà, on va peut-être parler aussi de l'histoire plus générale de la Ligue de l'enseignement. Je ne présenterai pas cette belle et grande dame, sinon que 1866-2016, 150 ans, mais aussi 1926, les statuts de la Ligue de Haute-Garonne, donc c'est les 90 ans, même si des associations existaient déjà avant, il se trouve que 1926 est une date importante, c'était Édouard Herriot, et la Ligue a demandé aux associations de se formaliser. Et puis aussi 1936, les 80 ans du Front populaire. Et donc là, on est, j'ai envie de dire, dans le contexte d'un triple anniversaire. Donc, alors, la Ligue de l'enseignement et le cinéma, ça commence avant le cinéma. À savoir que pour lutter contre l'obscurantisme confessionnel, les éducateurs laïcs voient immédiatement l'intérêt de la lanterne magique, que je vous propose d'appeler la lanterne laïque, dans le sens où, effectivement, on est dans l'idée d'utiliser l'image dans le cadre des cours pour faire de la pédagogie par l'aspect, c'est-à-dire de faire observer les choses aux enfants. Plutôt que de discourir, on va montrer les choses et après on peut faire des constatations. Donc ça, on est dans une forme de pédagogie qui est basée sur l'expérimentation, qui est tout à fait dans les origines de l'histoire de la laïcité et de l'éducation. Bien. Donc vous comprenez bien que les éducateurs laïcs, lorsque le cinéma apparaît, ils voient immédiatement un outil d'éducation et en même temps qu'un symbole du progrès. Alors c'est pas moi qui le dis, vous voyez, on a un très beau livre, celui de Jacques Perriot qui date de 1989, s'intitule Les Mémoires de l'ombre et du son, et qui parle de cette époque et qui montre à quel point la Ligue de l'enseignement a édité des vues fixes pour
exploiter ça en classe, mais aussi en dehors de la classe, dans le cadre de la propagande laïque. C'est la raison pour laquelle ma date commence à 1889, puisque la Ligue de l'enseignement édite une série de vues fixes pour commémorer les 100. Il faut faire l'anniversaire des 100 ans de la Première République, enfin de la Révolution plus exactement. Okay. Donc, vous voyez bien que mon histoire n'est pas une histoire des techniques, mais d'abord une histoire, on va dire, idéologique. Alors, durant cette période, donc, je rappelais la devise de la Ligue de l'enseignement, et j'ai envie de dire que la période pré-cinématographique annonce immédiatement la période cinématographique, à savoir qu'on a un éducateur qui s'appelle Colette, qui, rue de Vitruve à Paris, utilise le cinéma dans sa classe dès 1909, et en 1907, on a des éducateurs laïcs qui vont utiliser le cinéma non pas dans la classe, mais hors la classe, devant un public d'adultes, comme outil de propagande. Alors l'outil de propagande, la propagande en quoi? Alors la propagande des valeurs républicaines, mais aussi la propagande hygiéniste. Là, en l'occurrence, Thierry Lefebvre a travaillé là-dessus et a produit plusieurs livres. Vous voyez, je vous ai mis notamment la référence de sa thèse. Donc avec ce film de Gérard Bourgeois, Les victimes de l'alcool. Pour autant, on a en 1915 une date marquante, alors c'est exactement le 31 décembre 1915, une commission extra-parlementaire qui commence un 31 décembre. Ça, je trouve ça fabuleux. Ça en dit long sur la Troisième République. Vous voyez ? Et cette commission extra-parlementaire est dirigée par Auguste Bessou, et elle est chargée d'envisager les moyens de généraliser l'enseignement et l'éducation par le cinéma. Alors vous comprenez bien qu'on est en pleine Première Guerre mondiale. La commission va un tout petit peu arrêter ses travaux. Chez les historiens du cinéma, on considère que la prise de conscience par les pouvoirs publics que le cinéma est un outil d'éducation et de propagande vient de la mission américaine Rockefeller, qui a utilisé le cinéma en 1917 devant ses troupes. Or, je pense qu'on peut dater cette prise de conscience avant, en France, à partir de la commission Bessou. Cette commission Bessou, elle est animée par Léon Gaumont, Pathé, mais aussi, et bien évidemment, tous les représentants de la Ligue de l'enseignement qui siègent à cette commission. Et il est décidé, via ce rapport parlementaire, d'équiper toutes les écoles de France d'un appareil cinématographique. Et la grande originalité française, à ce niveau-là, c'est qu'on est dans un État qui est démocratique, c'est que d'habitude, c'est les pays totalitaires qui vont équiper en cinéma, etc. Mais là, on va utiliser le cinéma pour enseigner. Donc on a un interventionnisme de l'État à ce propos, et pour éduquer les adultes. Alors, la deuxième originalité, c'est qu'on va charger les associations, et vous avez bien compris, la Ligue de l'enseignement, de faire ce travail d'équipement des établissements scolaires. Si bien que en 1927, dans un rapport parlementaire, celui d'Antoine Borel, il est dit que la France, les établissements scolaires français possèdent 9000 projecteurs. Pour vous donner un ordre d'idée, le cinéma commercial à la même époque, c'est 3000 salles en France. Personnellement, dans mon travail de thèse, je n'ai pas cru les rapports ministériels, c'est-à-dire que je me suis dit que les chiffres étaient peut-être un tout petit peu exagérés. Et donc, via les réseaux de la Ligue de l'enseignement, je suis allé dans les fédérations pour rechercher les comptes rendus de bureaux de CA et d'AG des ligues de Haute-Garonne, de Metz, etc., etc. Et à partir de ce travail de dépouillement qui m'a mis à peu près 15 ans, j'ai pu recenser au moins 5200 points de projection sur toute la France, animés bien sûr par la Ligue de l'enseignement. Alors cette carte, elle est probablement illisible, mais je me refuse à faire des cartes de répartition par pelage coloré, parce qu'aux cartes, on fait dire tout et n'importe quoi. On peut les colorer en rouge, en vert, etc. Puis à ce moment-là. Mais en l'occurrence, je vais la commenter quand même. On voit que sur la carte, les points doubles, ce sont les offices régionaux qui ont, on va dire, un rayonnement régional. Hein. Donc vous voyez bien qu'ici, à Toulouse, on a évidemment un office du cinéma éducateur. Hein.
les petits points montrent que du côté de Toulouse, on a un rayonnement qui va au-delà de sa région, vers d'autres. On peut aller carrément jusqu'à Clermont-Ferrand, comme ça. Voyez. Deuxième élément de cette carte, on peut voir que les offices qui sont les plus importants sont en fait du côté, on va dire, des Black Countries, des pays noirs, c'est-à-dire des populations ouvrières. Donc c'est Lille, Nancy, et puis on va jusqu'à Saint-Étienne. Voyez. C'est plutôt une carte qui montre que le cinéma éducateur, il est développé dans les régions ouvrières. Mais pas seulement. À se voir que l'autre caractéristique, ça c'est extrêmement important d'un point de vue qualitatif, c'est que quand on regarde ensuite après quels sont les usagers, on s'aperçoit que ça pénètre les zones rurales. C'est ce qui fait que c'est à la fois quantitativement dans l'entre-deux-guerres le cinéma le plus important en nombre de projecteurs, mais qualitativement aussi, puisque un cinéma commercial n'est viable qu'avec environ 3000 habitants. Et donc lorsque un villageois voulait voir le cinéma dans l'entre-deux-guerres, il le voyait soit chez l'instituteur, soit chez le curé. Alors bien sûr, le villageois peut se déplacer et puis aller à la grande ville voir le cinéma. Mais en l'occurrence, si on voulait voir un film dans l'entre-deux-guerres, c'était d'abord chez l'instituteur. Okay. Alors, vous voyez en bas qu'il y a également une note par rapport au fait que, n'oublions pas que c'est la France de l'entre-deux-guerres et que donc c'est l'Empire français et que le cinéma éducateur laïque, c'est aussi un cinéma qui est diffusé en Indochine, en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Alors, quels sont les films qui sont diffusés dans cette entre-deux-guerres? Alors, bien sûr, les films d'enseignement dans la classe, mais aujourd'hui, j'ai focalisé sur les films pour adultes, pour la formation et l'éducation des adultes. Hein. Alors, je vais vous illustrer le cinéma scolaire et le cinéma éducateur à partir de 2 extraits qui sont muets, et ça sera les 2 moments de récréation de cette longue conférence. Alors, dans un premier temps, on a retrouvé à la Cinémathèque municipale de Saint-Étienne. À l'époque, c'était Gérard Vial qui la dirigeait. Bien sûr, ce fameux film où on voit la Ligue de le congrès de 1927, où on voit certains militants qui sont aux jeunesses socialistes à l'époque, notamment un petit jeune qui s'appelle Pierre Mendès France. Donc ça, on l'a retrouvé à la Cinémathèque de Saint-Étienne. Mais également un film que je trouve assez intéressant. Malheureusement, il est c'est une copie vidéo, un transcodage vraiment très mauvais. Donc je m'en excuse par avance. Alors il faudra peut-être aussi éteindre la salle si vous le voulez bien. Le film s'intitule Le son avec projection cinématographique. Il s'agit d'un extrait d'1 minute, de 13 minutes. C'est un film de formation des maîtres, probablement de 1925-1927, et probablement à l'initiative de Eugène Reyboul, qui était le directeur de l'Office du cinéma éducateur de Saint-Étienne à l'époque où Cauvin était le directeur de Lyon. Alors, c'est parti. Alors, je fais profiter du muet pour bonimenter. C'est un film qui est sans doute du domaine de la fiction, dans le sens où ce serait beau si c'était la réalité, à savoir que l'instituteur a l'équipement le plus moderne qui soit. Vous voyez bien que dans le dispositif, les élèves ont un écran blanc devant eux, ce qui n'était pratiquement jamais le cas. Il a un rhéostat et un interrupteur pour pouvoir lancer le projecteur depuis l'écran. Vous voyez ? Donc, après l'explication théorique au tableau, l'illustration par l'image. Dans le livre d'Eugène Reyboul, qui date de 1927,
sur le cinéma scolaire éducateur. C'est un livre qui est dédié aux instituteurs. Eugène Reboul explique comment préparer la leçon. Alors, si les maîtres de conférences en cinéma utilisaient, je dirais, les préconisations d'Eugène Reboul, on y gagnerait beaucoup, parce que l'instituteur est véritablement cadré. Il s'agit de ne pas perdre une seconde. Eugène Reboul explique que la leçon avec projection cinématographique doit être plus préparée que les autres. Par ailleurs, vous comprenez bien que la notion d'artefact, le fait d'utiliser un cinéma dans la classe, ça signifie qu'on sait utiliser bien sûr le projecteur. Alors la dimension technique est extrêmement importante. Donc dans les écoles normales de l'entre-deux-guerres, les instituteurs sont formés à cette utilisation. Alors, à la fin de la leçon, et si vous voulez, vous pouvez bien revenir un peu à la lumière. Voilà, l'extrait est fini. Donc, si vous voulez remettre un peu de lumière dans la salle, vous le pouvez. Voilà. Alors, malheureusement, à chaque fois, je suis obligé de redémarrer mon diaporama. Alors, donc ça, c'est le cinéma scolaire. Quels films sont utilisés? Des films muets qui sont essentiellement des films d'enseignement de l'encyclopédie Gaumont, qui d'ailleurs a été réalisé avant la Première Guerre mondiale et qui va nourrir les instituteurs pendant de multiples années. Mais par ailleurs, et je finirai par ça sur le cinéma scolaire, il y a aussi une coopération qui s'instaure, à savoir que l'instituteur des Vosges va faire un film sur la géographie des Vosges, l'instituteur du Jura de même, et la Ligue de l'enseignement mutualise ces films. On en fait plusieurs copies, une vingtaine, et du coup, l'instituteur des Vosges peut utiliser le film sur le Jura et réciproquement. Enfin, pour terminer sur ce cinéma scolaire, il faut savoir que à l'époque, avant la Mostra de Venise, avant que se popularise l'idée que le cinéma est un 7e art, le cinéma qui est primé dans les festivals, etc., c'est ce cinéma que je viens de vous montrer, qui est un cinéma qui aujourd'hui est complètement a disparu. Bon. Par exemple, à l'exposition universelle à Paris en 1934, le film qui a la médaille d'or est un film de géographie économique et physique réalisé par un instituteur de l'Office du cinéma éducateur de Nancy qui s'intitule « Le Massif vosgien ». Voyez. Mais dans cette lignée-là, pour voir que justement ça a connecté après avec les films de cinéphiles, pas oublier que c'est L'Homme d'Aran, et donc un film documentaire qui est primé à la Mostra, et puis que dans les premiers films qui sont primés à Venise, on a notamment le Monde du silence, par exemple. Et donc cette tradition, on va dire, un peu scientifique, elle perdure encore après. Bon. Alors deuxième type de cinéma qui est montré, le cinéma de propagande hygiéniste. Donc là, la grande voiture de ce cinéma est Jean-Benoît Lévy. Donc vous avez vu ici La future maman, qui est un film de puériculture. Il a fait environ 300 films de courts-métrages et puis plus d'une dizaine de longs-métrages, dont certains qui ont d'ailleurs eu une carrière internationale, comme La Maternelle, qui est un film fabuleux qu'on peut montrer aujourd'hui encore dans les ciné-clubs, avec Madeleine Renaud. Mais en l'occurrence, là, je vais faire la focale sur ces films hygiénistes, et notamment, donc, je vous ai préparé un extrait d'un film qui s'intitule « L'apéritif ». Alors là, on peut encore une fois chanter la lumière. Merci. Donc j'ai vu ici dans la salle qu'il y avait une petite enfant qui était assise au 7e rang. Donc surtout, j'espère que sa maman a bien compris les consignes. Alors les deux personnages du cinéma éducateur les plus importants, ce sont l'instituteur et le docteur. Parce que s'il y a bien une réussite de la propagande, je dirais laïque, de l'entre-deux-guerres, c'est la lutte contre la mortalité infantile. Il suffit d'aller voir les résultats de l'INED à ce propos.
Et voilà, la lutte contre l'ignorance, le premier de tous les fléaux est l'ignorance. Voilà, merci, on peut rallumer. Donc la récréation est finie, parce que il y avait un troisième aspect, c'est que pour faire avaler la pilule de ces films de propagande, eh bien, les programmations programmaient toujours des films récréatifs. Donc on avait un mix de films éducatifs et de films récréatifs. Pour attirer le chaland, on passait des Charlots, on passait des films de fiction, etc. Ce sont ces films des offices du cinéma éducateur qui ont été la thèse de Raymond Borde et de Charles Perrin, à qui je rends hommage ici. Mais je vais lui rendre hommage en contredisant cette thèse juste après, parce que j'aime bien la castagne. Mais il n'en demeure pas moins que dans la thèse de ce livre très important, parce que je ne peux pas écrire moi si ce livre-là n'a pas eu lieu, on va dire. Donc pour moi, c'est vraiment ce livre qui a marqué mes études. Il est dit dans ce livre que Raymond Borde donc, a récupéré tous ces films muets qui ont eu une seconde vie dans les offices pour une raison bien simple, c'est qu'il explique que le cinéma de cette époque est resté muet parce qu'effectivement, le cinéma est devenu sonore en 1929, mais que les éducateurs n'ont pas pu se rééquiper, ce qui est relativement vrai. Mais en tout cas, ce qui pose la question de l'attitude des éducateurs par rapport à la nouveauté technique. À savoir que en 1929, ces 9000 projecteurs muets sont has-been. Qu'est-ce qu'on fait? On a injecté plein d'argent au niveau national pour équiper tous les établissements, et tout à coup, on a les adultes qui fuient le cinéma de l'instituteur pour aller voir le cinéma forain, parce que c'est un cinéma qui est parlant. Alors ce que dit Borde dans le livre, c'est que les éducateurs se sont accrochés au muet. Alors il y a aussi un argumentaire, ça serait que les instituteurs, eux, ça leur permettait de parler sur les films muets. À partir du moment où le film est sonore, on empêche l'instituteur de parler. Puis on sait très bien que les instituteurs aiment bien parler. Mais en réalité, quand on regarde les rapports de la Ligue de l'enseignement, et au niveau national et au niveau régional, ils demandent tous le parlant, bien évidemment. De même que lorsque des innovations techniques arrivent, on est dans l'air du temps, on essaye de les intégrer. C'est bien d'ailleurs, j'ai envie de dire, un des traceurs de la maison Ligue de l'enseignement, c'est bien ça. C'est d'essayer à chaque moment de prendre le bon train, d'être dans son époque. On a une visée, c'est l'émancipation des citoyens, à partir d'outils qui changent. Donc en l'occurrence, ce qui se passe, c'est qu'on demande au ministère des moyens pour équiper en sonore. Cet équipement sonore des salles dans l'entre-deux-guerres, dans le cinéma non commercial, ne se fait pas en 1929. Quand on regarde sur Wikipédia, le cinéma il est sonore en 1929. Non, parce qu'il est sonore si les salles sont sonores. Sauf que l'équipement des salles commerciales va se faire sur 10 ans. Et l'équipement des salles qu'on appellera plus tard non commerciales, c'est-à-dire les salles scolaires, etc., va se faire de manière un peu plus lente encore, pour une raison bien simple, c'est que ça va coûter très cher. Le ministère n'adopte un format intermédiaire qui va nous sauver, c'est-à-dire le 16 mm, qu'en 1937. Donc justement, on va tout à l'heure, je pose un jalon, reparler de cette question de la technique qui revient de manière un peu lancinante. Mais là, en l'occurrence, parlons un peu politique. Une autre idée que je vous soumets, parce que justement j'essaye de tirer cette conférence vers des choses qui ne sont pas connues ici, parce que tout à l'heure on va parler des ciné-clubs. Une autre idée common knowledge chez les gens, c'est que le cinéma du Front populaire, c'est La vie est à nous, Jean Renoir, La Marseillaise, La Belle Équipe, et bien sûr, parce que c'est le cinéma pendant le Front populaire. Mais je n'apprendrai ça à personne parmi les cinéphiles qui sont ici présents, La vie est à nous n'a été vue par personne. Donc, on va dire, c'est un cinéma du Front populaire sans le peuple. Et a posteriori, a eu une seconde vie, parce que Sadoul l'a monté au nu, bien sûr, parce que chez les militants laïcs et puis chez les gens de gauche, etc., c'est devenu un film très important, sans doute. Mais il n'était pas vu à l'époque. Alors moi, je dis, le cinéma du Front populaire, c'est lequel? Eh bien, c'est le mien, celui que je viens de vous montrer. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le cinéma du Front populaire, pour moi, c'est celui qui le prépare. C'est celui qui va l'amener à l'avènement du Front populaire.
les films éducateurs que je viens de vous montrer, qu'est-ce que c'est? C'est l'instituteur qui passe un film le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche matin pendant la messe, pendant que le curé fait la même chose et qui capte un public. Et les films que je viens de montrer, le film anodin contre l'alcoolisme, alors dans mon livre, je vois toutes les idées du Front populaire. C'est-à-dire qu'on a certes la lutte hygiéniste, mais on a aussi la coopération à l'école, la mutualité, l'internationalisme, le pacifisme, l'accession à la propriété par l'épargne populaire, qui sont des thèmes radicaux socialistes, hein, la caisse d'épargne. Tout un ensemble d'idées qui sont en fait des idées des gauches socialistes, radicales socialistes et républicaines. Parce que le Front populaire, c'est ça, c'est la fédération, c'est une gauche plurielle, n'est-ce pas? Donc, pour moi, c'est ce cinéma-là qui prépare la section Front populaire. D'ailleurs, c'est le cinéma des deux cartels des gauches. C'est la raison pour laquelle je vous ai montré ces personnages. Je vous rappelle que Albert Lebrun, président de la République française sous la Troisième République, d'ailleurs, qui était même président en 1945, puisqu'il est revenu, bien sûr, était le président de l'Office du cinéma éducateur de Nancy. Édouard Herriot, doit-on le présenter, c'est la figure la plus importante de la Troisième République, président du Conseil, ministre de l'Instruction publique, qui est au Conseil d'administration de la Ligue de l'enseignement, hein, et qui est maire de Lyon, bien sûr. Donc il y a, là, je dirais, le pôle, c'est le pôle lyonnais et Saint-Étienne. Jean Zay, qui incarne, je dirais, la frange la plus à gauche au Conseil d'administration de la Ligue de l'enseignement. Si on écarte Pivert aussi était à gauche, plus à gauche sans doute. Donc là, on n'est pas sur une logique républicaine, hein, je te regarde Pierrot, on est sur une logique des gauches radicales et radicales socialistes, donc on est plutôt sur une logique du Front populaire. Hein. Et Joseph Brenier, qui est le président de la Ligue de l'enseignement à l'époque, qui est le maître d'œuvre de cette structuration en UFO, hein, c'est-à-dire que l'idée du post-scolaire, c'est lui qui le développe. Donc là, on a quelqu'un qui va justement complètement structurer la Ligue et sur plus de... Et dont le travail va demeurer jusqu'à aujourd'hui, j'ai envie de dire, hein, d'accord, et qui est sénateur-maire socialiste de Vienne et grand maître au Grand Orient de France. Donc là, on a quand même un faisceau de détermination et une ligne politique qui est très claire. Okay, et on va la retrouver, s'il vous plaît, après la Seconde Guerre mondiale, vous allez le voir. Alors... Hop. Donc, quand je compare ma carte des offices du cinéma éducateur et les résultats au Front populaire, il y a une adéquation. En même temps, je vous ai présenté 3 arguments, hein, n'est-ce pas? Parce que vous savez, les corrélations, on peut en faire toujours. 3 arguments qui montrent que c'est, entre guillemets, l'autre cinéma du Front populaire. Alors, je suis désolé de ne pas parler de la Seconde Guerre mondiale. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'interdiction de la Ligue de l'enseignement, sur la manière dont certaines copies ont été sauvées de la confiscation, etc., etc. Il y a tout un livre à faire là-dessus. J'ai bien conscience que dans ma périodisation, il y a un trou. Okay, mais en même temps, si vous voulez, il s'agit aussi un peu d'avancer. Et donc, je passe à la période des ciné-clubs. Et à ce propos, il y a déjà quelque chose de fondamental. C'est que ce n'est pas la même chose, le cinéma éducateur et le cinéma des clubs, pour une raison bien simple, c'est que le cinéma éducateur, la cheville ouvrière, ce sont les instituteurs. Et le cinéma des clubs, il y a l'arrivée des professeurs du second degré. On n'est pas à la même époque du système éducatif français, c'est-à-dire que l'entre-deux-guerres, c'est la démocratisation à partir des lois Ferry, etc., mais c'est la démocratisation dans le primaire. Et l'enjeu du système éducatif français après la Seconde Guerre mondiale, c'est la démocratisation dans le secondaire. Et là, il y a beaucoup plus de professeurs d'ailleurs qui sont rétifs à la pénétration, à l'idée que le cinéma va être utilisé dans les classes dans le secondaire. Hein. Ça, c'est très clair. Alors, qu'est-ce qui va se passer après la Seconde Guerre mondiale?
Eh bien, d'abord, la Ligue de l'enseignement va devoir reprendre du poil de la bête. Après l'interdiction, la confiscation, etc., il y a au moins une dizaine d'années de reconstruction du réseau. Je vais retrouver mes 5000 points de projection en 1955. C'est-à-dire que les 5000 que j'ai avant-guerre, je les retrouve en 1955. Donc ça a quand même été difficile, la Seconde Guerre mondiale. Après, ce ne sont pas exactement les mêmes points de projection, mais on va dire que le réseau d'utilisation du cinéma via la Ligue retrouve son niveau d'avant-guerre en 1955. On va avoir au moins 2 facteurs, il y en a 7 en tout, mais aujourd'hui je vais vous parler de 2 facteurs qui vont causer l'explosion des ciné-clubs. Le premier facteur, vous voyez ici, c'est le 16 mm. À savoir qu'effectivement, à partir de l'idée de l'adoption d'un format intermédiaire, eh bien, on va pouvoir rééquiper toutes les salles. Ça, c'est un point qui est très important. Mais je vous prie encore de m'excuser si, à cette heure tardive, et je vous ai déjà passé un film d'apéritif, si je vous parle de droit et de législation, mais il n'y a pas de ciné-club sans législation du cinéma non commercial. Alors ça, c'est un point important, je vais quand même essayer de le développer. Donc je vous mets toute une ribambelle de lois, mais simplement pour qu'on focalise sur les 2 lois très importantes, celle de 1949, qui établit les statuts du cinéma non commercial, la notion même de non commercial. Ma femme est maîtresse de conférences en droit, donc j'ai au moins une première année en droit. Et elle m'explique, Pascal, tu parles du cinéma non commercial avant la Seconde Guerre mondiale, c'est faux. La notion n'existe que dans le droit en 1949. L'expression. Et cette loi du cinéma non commercial en 1949, qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'ai écrit un article dans la revue Théorème à ce propos. Eh bien, c'est Joseph Soleil, celui qui a fait le fameux Code Soleil que tous les instituteurs connaissent, qui est au conseil d'administration de la Ligue d'enseignement, qui planche sur cette question-là et qui pond un texte avec Lebrun, qui va être ensuite négocié avec la Fédération française des ciné-clubs. Et c'est le texte de Joseph Soleil qui est adopté à l'Assemblée nationale. Donc à la base, c'est quand même une planche de la Ligue d'enseignement, ce texte du cinéma non commercial. Okay, ça, il faut l'entendre, parce que si vous voulez, après, il y a une histoire du cinéma des clubs qui tire vers la Fédération française des ciné-clubs de l'action de Jean Painlevé, qui est vraie, qui est bien réelle, mais il y a une action de terrain, on va dire, revendicative, parce qu'il y a eu des affaires, l'affaire Jean-Michel, les gens qui se connaissent un peu en histoire du cinéma là-dessus savent qu'il y a eu des luttes pour le cinéma non commercial. Mais il n'y a pas non plus de cinéma non commercial sans ce travail lent de législation. Et ce travail lent de législation, il aboutit en 1951 à une loi qui exonère toutes les associations qui utilisent le cinéma à but non commercial. Alors, dans l'article en question, je dis que cette loi, elle est là 1 mois avant les élections législatives de 1951. Et quand on va voir dans la revue Le Film Français, qui est la revue corporatiste des exploitants de salles, qui est très à droite, ça ne leur a pas fait plaisir que l'on donne aux associations, que l'on fasse cette loi à 1 mois des élections. Vous voyez, donc là, il y a des enjeux politiques importants qu'il faut se redire, parce que j'ai parlé de gauche plurielle. Et là, en l'occurrence, ces 2 lois, elles ont été faites par qui? Alors là, là c'est hallucinant. Elles sont faites sous les 2 cabinets d'un personnage qui est aujourd'hui peu connu, qui s'appelle Henri Queuille, qui a fondé une philosophie politique qui s'appelle le cueillisme, dont un des représentants actuels a un prénom qui commence par François et un nom de famille qui finit par Hollande. Et le cueillisme, je vous invite à aller voir sur Wikipédia ce que c'est. Et donc c'est Henri Queuille et les 2 ministres de l'Éducation nationale d'Henri Queuille, qui sont radicaux socialistes, qui font ces lois. Et on voit bien qu'il y a une pérennité de l'action politique, de cette obédience politique avant-guerre et ensuite après-guerre. Il n'y a pas de cinéma non commercial sans l'action que je vous ai montré avant et sur ce qui se passe après. Okay. Alors, ensuite passons à ce qui est important, c'est-à-dire à ce qu'on fait, n'est-ce pas? Mais sans... la loi est un outil pour ce qu'on fait. Alors là, généralement, parce que si vous voulez, c'est une conférence itérative, je me jette dans le public pour poser une question. Donc là, c'est le beau-frère de Michel qui va y répondre. Est-ce qu'à ton avis, le Georges Franju, c'est de l'histoire du cinéma? Ben oui, il en fait partie. Eh bien non, c'est pas de l'histoire du cinéma, je t'explique pourquoi. C'est parce qu'au moment où on passe du Franju, c'est un piège, hein, c'est fait exprès.
C'est-à-dire, tout le monde dit oui, c'est l'histoire du cinéma. Non, parce qu'au moment où les clubs passent franc jus, il est contemporain. C'est une manière de dire que cette vision de la cinéphilie, comme quoi la cinéphilie, c'est l'histoire du cinéma, elle est absolument fausse. Léo Souillès-Debat, qui a fait sa thèse, qui va sortir bientôt là-dessus, montre très bien que la programmation des ciné-clubs, il y avait très peu de films d'histoire du cinéma. Si on passait des charlots, c'est parce qu'on les avait, puis parce que c'est génial, tout simplement. Donc on essaye de ne pas assommer le public. Donc on est dans les films contemporains. Et en réalité, quand on observe l'action des ciné-clubs, on observe d'abord l'histoire du cinéma qui est en train de se faire. C'est-à-dire que c'est les militants des clubs, les animateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'écrire, ils défendent le cinéma de Franjus, qui est un cinéma contemporain. Et aujourd'hui, on dit c'est de l'histoire du cinéma. Tu vois le problème de la démultiplication de la chose. Voilà, bon. Donc, on a bien à l'époque de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire des Chaplin, mais ce qu'on défend, c'est d'abord un certain cinéma contemporain. Alors, quels sont les cinémas qui sont défendus? Alors, d'abord, une première chose, comment sont-ils défendus? Le travail absolument incroyable d'édition de la Ligue de l'enseignement, à partir de la revue Il faut c'est l'information, qui devient Images et Son, qui devient la revue du cinéma, qui, sur plus de 50 ans, va être un phare dans le monde de l'édition, à une époque où aussi le monde universitaire n'est pas déconnecté justement du second degré, etc., et où tout le monde publie dans cette revue. Donc là, je vous ai fait un kaléidoscope qui montre l'éclectisme et l'ouverture dans l'édition, mais aussi, évidemment, dans les clubs. Donc, on peut voir qu'il s'agit de tous les cinémas. Cinéma peut-être d'auteur, Godard, mais aussi le cinéma d'animation, des focales sur le son, les cinémas de toutes les nationalités. Et là, on peut faire un distinguo aussi, on en parlait tout à l'heure, justement avec les fédérations comme la FLEC. Par exemple, il y a le cinéma tchèque, etc. Donc on a véritablement une ouverture vers tous les types de cinéma, mais aussi cinéma contemporain. Donc pour moi, quelqu'un qui fait aujourd'hui du cinéma contemporain dans ces salles aujourd'hui, il est à fond dans la logique que je suis en train de décrire. Hein, il ne s'agit pas d'assommer les foules avec des cinémas qui n'intéressent plus personne, etc. Pas non plus ça. Alors, à une époque où on a aussi une ouverture vers une science naissante, Roland Barthes, la sémiologie, ensuite les études en cinéma, Christian Mess, et puis à la Ligue de l'enseignement, vous le voyez en haut à droite, une figure marquante qui va éditer un certain nombre de livres, dont certains sont des best-sellers, dont notamment Initiation à la sémiologie du cinéma, que vous voyez de l'image, pardon, que vous voyez en haut à droite, c'est-à-dire Guy Gauthier. Donc, on pourrait même dire qu'à cette époque-là, la Ligue de l'enseignement est le fer de lance de ce qui se fait de mieux, on va dire, en matière d'écriture sur le cinéma. Alors, évidemment, je caricature, je sais que je suis filmé, donc je me permets de mettre une note de bas de page. Je caricature, bien sûr, parce qu'on est dans une conférence. Je n'oublie pas, et je ne suis pas en train de faire une histoire concurrente de celle qui a été faite à la Fédération française des ciné-clubs, ni de celle de la FLEC. Il ne s'agit pas de dire la Ligue d'enseignement a tout fait, mais en même temps, il s'agit de remettre l'Église laïque au milieu du village. À savoir qu'à cette époque, si on a 5000 clubs, 9 sur 10 sont des ciné-clubs qui sont affiliés à la Ligue de l'enseignement. Donc si on fait une histoire des ciné-clubs sans la Ligue de l'enseignement, ça veut dire qu'on parle des 10% restants. Voilà, donc ça c'est important de le dire aussi quand même. Alors, une ouverture aussi vers les nouveaux médias, à savoir en l'occurrence la télévision, avec des textes de réflexion sur la passivité présumée du spectateur, du téléspectateur, etc. Donc pourquoi cette ouverture? Tout simplement parce que la visée est l'émancipation du spectateur. La sémiologie, c'est trouver le message qui se cache sous l'apparente simplicité des images. Donc on est dans l'idée d'outiller le spectateur pour mieux comprendre l'actualité, les journaux, etc. C'est la même chose à propos de la télévision. Donc cette tendance
à l'émancipation du citoyen, on le retrouve ici. Alors aussi à une époque où on a une forme de contre-culture, parce que les années ciné-club, les années 60, c'est les années gaullistes aussi. Et vous voyez en haut à droite, il y a une caricature qui est explicite, dans la revue Pourquoi, qui est la revue qui précède les idées en mouvement. Voilà. Donc on a quand même cette idée aussi d'une confiscation des ondes par le pouvoir gaulliste, et la cinéphilie laïque, elle s'inscrit dans une forme de contre-culture par rapport à ça. Bien. Enfin, le dernier volet de ces 4 volets de la cinéphilie, et ça c'est fondamental parce que j'étais dernièrement par exemple à École et Cinéma, Poitiers, les rencontres sur École et Cinéma, et les enseignants aujourd'hui du primaire et du second degré disent « formez-nous ». Donc là, il y a un des maillons de ce système-là qui est très important, c'est la formation des enseignants. Et là, en l'occurrence, ce qui est très original dans cette histoire des ciné-clubs, c'est le fait que, et je parle de l'Euroleys par exemple de Toulouse, du travail aussi qui s'est fait à Albi avec Louis Cross, dont on reparlera tout à l'heure, on avait des stages réguliers, les week-ends, etc. Et donc là, véritablement, l'enseignant était outillé et formé. On n'était pas dans le saupoudrage, on était dans une formation extrêmement fréquente. Okay. Alors, on en reparlera tout à l'heure justement de cela. Alors, j'ai un deuxième point, mais alors là, c'est pas du tout, ça fait grand 2 petit a, c'est comme lorsque Godard met grand 2 petit a, puis après il fait ce qu'il veut. Hein, qu'on se comprenne, là, c'est juste une arnaque en termes de conférence, parce que vous allez voir, mon grand 2 petit a, c'est juste une question, c'est une première conclusion de cette histoire longue que je viens de vous faire de 100 ans. Et, la question que je me pose, c'est pourquoi n'a-t-on pas parlé avant de cette histoire? Pourquoi a-t-elle été oubliée? Et puis aussi, une deuxième question que je me pose, c'est parle-t-on d'une éducation populaire sans le peuple? Alors là, je dois vous expliquer quelque chose, c'est que chez les historiens du cinéma, d'une manière générale, depuis les années 80, il y a une idée qui est un savoir, peut-être, contre laquelle, je dirais, j'ai envie d'argumenter. C'est l'idée selon laquelle le cinéma d'éducation populaire n'a jamais rencontré le peuple. Lorsque l'on lit un certain nombre de travaux, je pense par exemple au livre qui s'intitule « Le cinéma en France » de mon ami Fabrice Montebello, eh bien, il soutient cette idée, d'ailleurs c'est une très belle formule, l'éducation populaire sans le peuple, ça sonne bien. Alors, sans doute, mais pour aller voir l'éducation populaire avec le peuple, il faudrait étudier justement ça, c'est-à-dire cette cinéphilie dont je viens de vous parler. Or, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas été étudiée. Il y a beaucoup de livres sur la cinéphilie, par exemple celui de Debec, qui parle de la cinémathèque Henri Langlois. La cinéphilie, dans la tête des gens, c'est la cinéphilie qui s'est pratiquée à la cinémathèque Langlois à Paris, et qui est apparue dans les années 55-65. La cinéphilie, c'est Woody Allen, c'est Annie Hall. Là, je vous parle d'une autre forme de cinéphilie, populaire, celle que je viens de vous décrire, et qui est pour l'instant encore complètement oubliée. Alors, il y a sans doute des raisons. La première, c'est qu'on est allé étudier d'autres fédérations et pas la Ligue de l'enseignement. Il y a une autre raison qui est évidente, c'est que tout simplement, on ne pouvait pas l'étudier parce que les personnes qui étaient censées l'étudier venaient de cette histoire. La plupart des enseignants en histoire du cinéma, les professeurs d'université des années 80-90, sont en fait des animateurs de ciné-club à l'origine. Donc ils ne pouvaient pas faire de l'histoire puisque c'était leur propre histoire. Okay. Alors, dans la thèse de mon ami Léo Souillez également, donc il a fait sa thèse sur la période cinéphilique, sur la Fédération française des ciné-clubs. Donc il manquait quelque chose, et je pense que justement le livre, celui-ci, dont je ne fais pas le marketing, je l'ai dirigé, mais justement je suis assez fier de cet ouvrage, on a essayé justement de réparer, on va dire, cet oubli. Okay. Alors, et puis enfin, étude de cas. Donc le cas, je l'ai juste devant moi. C'est un cas, mais alors... voilà. Donc, tout à l'heure, lors de la rencontre, on pourra parler du contexte toulousain.
Il se trouve qu'Alice Gallois a écrit un article dans cet ouvrage, justement, où elle parle beaucoup de la cinéphilie toulousaine. Donc je vous invite à lire l'article. En l'occurrence, vu que nous avions un vernissage d'affiches de ciné-club, je vous ai préparé en fin de conférence, justement, un exposé sur cette cinéphilie. Et vous voyez, j'intitule cela « La cinéphilie tranquille ». Alors, j'ai fait des choix qui ne sont pas les choix forcément du vernissage ici présent, qui sont d'abord ici, je pense, des choix esthétiques, parce que les affiches qui ont été faites dans les ciné-clubs sont d'une beauté absolue, ça c'est très clair, mais moi je ne suis pas esthéticien du cinéma, je ne suis pas compétent pour vous parler de la beauté de ces affiches, cela crève les yeux. En revanche, à partir de documents que m'a fourni Michel, les films qu'il a faits dans les années 70, les affiches qu'il a réalisées lui-même, j'ai essayé de décrire les pratiques cinéphiliques. Alors, donc, dans le film de Michel qui date de 1973 et que vous avez et qui passe en boucle dans l'exposition, vous verrez, il y a une petite télé avec un film qui passe en boucle. Je vous invite à le regarder attentivement, ce film. Alors là, en l'occurrence, ce sont les rushs. C'est-à-dire qu'il n'a rien coupé. Alors on voit bien sûr les temps d'apprentissage, c'est-à-dire là, jusqu'ici tout va bien, comme dirait ce grand philosophe du XXe siècle, Mathieu Kassovitz, à savoir que ce qu'on voit, c'est des stagiaires en train d'apprendre à faire du montage. Okay. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans ces rushs, c'est tout ce qu'il y avait à côté. Et donc ce que l'on voit, ce sont des stagiaires qui boivent pendant qu'ils sont en train de monter, qui fument, qui vont en salle télé pour regarder un match de rugby. Ou encore un autre, et ça c'est d'emblée, ça campe un peu la situation, on a d'emblée dans les rushs un striptease. La première image, c'est un stagiaire qui montre ses fondements. Bien sûr, alors, je me suis interrogé sur ce que ça signifiait, et au-delà du gag, qu'on se comprenne bien, j'ai pris cette chose très au sérieux, j'ai fait mon intello. Je me suis dit, cette impertinence ou cette provocation, elle veut dire quelque chose, et je crois qu'on est justement sur une revendication d'une cinéphilie qui ne se prend pas au sérieux. Pour moi, des gens qui boivent des coups, qui montrent leurs fesses dans ces films, c'est dire, voilà, on est cinéphile, mais on n'est pas à l'anglois. Okay. Parce que la cinéphilie décrite par De Beck, c'est la religiosité. On va au cinéma comme on va à la messe, il y a le silence. Okay. Deuxième aspect de cette cinéphilie, on va dire élitiste, je ne dirais pas parisienne, parce qu'on pourrait imaginer de décrire aussi à Toulouse, à la Cinémathèque, des ambiances quasi religieuses, ici présentement. C'est-à-dire que les projections à la Cinémathèque de Toulouse à l'époque ne sont pas forcément les projections des ciné-clubs. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on copie peut-être un peu le modèle parisien, ça je vous laisserai vous battre entre vous à ce propos après. Bon. Toujours est-il que le deuxième aspect de ce cinéma, on va dire, qui ne se prend pas au sérieux, c'est le fait que la cinéphilie élitiste, on va dire, d'obédience parisienne, eh bien, après le film, on a toujours une polémique. Il faut absolument, forcément, que ça se castagne. Donc, c'est une cinéphilie peut-être un peu genrée, j'aime pas l'expression, mais avec beaucoup de testostérone. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à l'anglois, il arrivait qu'on s'entretue à propos d'un film. Or, la cinéphilie que l'on voit dans les films de Michel, c'est une cinéphilie tranquille. On est, par exemple, dans les villages, quand on fait des circuits itinérants, c'est un substitut de la veillée, et les gens, ils n'ont surtout pas envie qu'on s'entretue. Donc on est plutôt dans une cinéphilie empathique. Donc c'est un contre-modèle de cinéphilie par rapport au modèle parisien. Tu as vu que j'en fais des tonnes à propos d'un film. Tu ne savais pas que tu avais dit tout ça dans tes films, hein? Ouais, bon, d'accord. Donc je le vois par rapport au côté artisanal. Michel me disait, on avait les moyens de faire des affiches broadcast. On pouvait sortir des affiches, mais on préférait faire des affiches faites main. Alors cet écran au festival de Saint-Féréol, dans les années... C'est ça, c'est Saint-Féréol, Revel. Dans les années 70, on montre l'écran, on a beaucoup d'huile de coude, et puis mais il y a une revendication dans tout ça. Vous voyez ? Le côté fait main est fondamental. Alors, ce qui corrobore cette hypothèse, c'est par exemple le film, je ne sais pas si le fils de Louis Cross est ici présent. Non, peut-être pas. Voilà. Donc, le film de Jean-Louis Cross sur son père, donc
directeur du service culturel à Albi dans les années 70, bien connu aussi des cinéphiles pour avoir fait des films qui sont des légendes dans le cinéma militant, comme La Passagère par exemple. Okay. Eh bien, on voit que Loïc Ross définit cette cinéphilie, il parle de la salle où il enseignait, il l'intitule la salle des enthousiasmes partagés. J'aime bien cette expression, parce qu'au fond, tu vois, elle dit aussi le caractère un peu pacifique de la chose, et on voit des stagiaires souriants, heureux. Il y a une notion de plaisir. Vous voyez ? Donc, j'en arrive maintenant aux affiches qui sont exposées. Michel a fait un film dans les années 90 pour essayer de valoriser ces affiches qu'il avait déjà filmées dans les années 70 et qu'il a exposées plusieurs fois. Et elles ont, on va dire, par phénomène de traîne, eu plusieurs vies, ces affiches, hein, puisque là, aujourd'hui, je pense que c'est leur 4e vie, et puis on va essayer d'en faire également un ouvrage. Alors, je vous propose une lecture de ces affiches, non pas en termes d'esthétique, mais en termes de sociologie de la cinéphilie, on va dire. Alors, dans un premier temps, il y a quelque chose qui me paraît important, c'est que ces affiches ne sont pas faites que par des animateurs de ciné-club. L'animateur de ciné-club qui aurait été Michel Desdébats, on va dire, est l'expert. Mais on va déléguer ce pouvoir du maître, on va dire, au public. Donc tu peux être adhérent et tu peux faire une affiche. Là, ici, en l'occurrence, on a à gauche une affiche qui est exposée aujourd'hui, qui a été faite par un étudiant des Beaux-Arts. Alors, vous verrez que c'est fait avec des collages, il y a une texture, on va dire. Et en même temps, à droite, on a une affiche dont l'image du chat a été réalisée par un enfant de maternelle, Michel, c'est bien ça. Donc, tout le monde peut participer. Hein, ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, et là, je te demande pardon, Michel, mais j'ai trouvé des affiches qui étaient moins belles que les autres. Tu vois, par exemple, là, le graphisme Alors, je pense que c'est toi qui l'as faite, celle-ci, parce que le Fritz Lang est calligraphié comme l'autre affiche que tu as faite et qui est exposée. Je me trompe peut-être. Pas le dessin, voilà. Mais donc, on voit bien qu'on est dans un dessin qui est maladroit. Et pour moi, ça, c'est important aussi. C'est-à-dire qu'on peut être aussi dans le mal fait. Quand on expose les affiches qui sont ici présentes, on voit que les plus belles affiches, mais pour moi, c'est important qu'il y ait aussi des affiches qui soient mal réalisées. Vous voyez ? Mais en revanche, on peut aller jusqu'à quelque chose de presque postmoderne. Donc, on a ici, on le voit bien, cette affiche est d'ailleurs exposée dans le hall à propos de Goto, l'île d'amour. Cette affiche dans le graphisme, avec ses mouches et ses ombres, a été inspirée du festival de... Alors, c'est en Allemagne, c'est à... C'est la Documenta de Kassel. Donc on a la semaine précédente un enfant de maternelle qui nous fait un chat, et la semaine suivante quelqu'un qui est allé à la Documenta de Kassel, donc c'est le top du top de l'expérimental, et qui nous fait une affiche postmoderne. Ça, c'est intéressant aussi. Alors, troisième élément, c'est évident, vous l'aurez constaté dans le hall, il y a d'ailleurs la directrice, on va dire, de l'exposition a fait un groupe d'affiches avec une qualité en termes de matériel. Là, par exemple, cette affiche de Lola Montes, vous le verrez, là, vous voyez, l'image est plate, donc il vaut mieux la voir dans le hall. On a l'utilisation de cordelettes, on a l'utilisation de feutrines. Alors moi qui étais directeur de centre de vacances, je sais que ça coûte cher la feutrine. Ça torpille le budget pédagogique. Vous voyez ? Donc utiliser de la feutrine, c'est un acte d'amour. Le fait de mettre de la dorure. Donc là, ça témoigne de la passion de la personne. En l'occurrence, le cas en question est sous mes yeux, parce qu'on fait une affiche pour une séance. Qu'on se comprenne bien, c'est que le Lola Montes que vous voyez, on fait cette affiche pour une séance. Ça dit l'amour du cinéma, si vous voulez. Bien. Quatrièmement, aussi une démarche qui correspond souvent à celle des instituteurs, c'est-à-dire de faire à la manière d'eux. Donc on l'a peut-être présent dans la salle, la personne qui a fait Orfeo Negro. Tu m'avais dit, Michel, que tu ne l'avais pas faite, mais que peut-être la personne qui l'avait faite était présente. C'est qui ?
D'accord, ok. Mais donc, en l'occurrence, là, donc, on a à la manière de Matisse, on a les collages à la manière de peintre, mais aussi à la manière de graphiste de l'époque. Donc là, on va être dans la confrontation. L'affiche que vous voyez à droite est extraite d'un film de Michel, mais l'affiche a disparu, l'affiche Senso. Elle n'est pas dans la collection de la Cinémathèque et elle est tronquée. En même temps, on a évoqué le film de Senso et son italianité à partir des volutes qui sont empruntés à un grand graphiste de l'époque qui s'appelle Georges Mathieu, qui a fait notamment toutes les affiches d'Air France, etc. Donc vous voyez bien que là, dans la comparaison, on voit bien qu'il y a une analogie entre les deux. Bon. Donc on sait très bien de toute façon que l'affiche de cinéma est un art en soi. Alors, une cinéphilie qui oscille entre objectivité et subjectivité. L'objectivité, c'est par exemple les commentaires que vous avez autour, où on essaye de trouver une labellisation. Alors, le film a eu un grand prix, ça veut dire qu'il est de qualité. Et la subjectivité, elle se retrouve notamment dans le dessin. Donc là, on a une affiche faite à 4 mains, c'est-à-dire que Michel a fait les commentaires en rouge. Okay, et c'est un étudiant des Beaux-Arts qui a réalisé le dessin que, personnellement, je trouve de toute beauté. Je crois que toi aussi. Voilà. Donc, entre information et poésie, un deuxième exemple, une affiche que je regrette de ne pas avoir vue ici dans l'exposition. On voit bien que là, l'auteur, Michel en l'occurrence, nous dit « le plus beau film que l'on ait jamais fait sur l'enfance ». Donc là, on mouille le maillot quand on dit ça, parce que bon, il y a d'autres films qui ont été faits sur l'enfance. Et en même temps, c'est un engagement subjectif. Et on voit bien que dans le graphisme, il y a quelque chose j'ai envie de dire, de très subjectif, dans le sens où ces larmes, cette douleur, elle transparaît au travers justement de ces lignes qui dégoulinent, on va dire. J'en viens aux deux derniers éléments de cet exposé sur les affiches. Les auteurs, là en l'occurrence il s'agit d'un étudiant des Beaux-Arts à gauche et puis une stagiaire non identifiée à droite dans le cadre d'un film. Ça c'est intéressant parce qu'on voit qu'à partir de M. le Maudit, on a les cinéphiles qui vont soit centrer sur la forme, en l'occurrence par exemple le jeu d'acteur, Peter Lorre, hein, soit sur le fond. Alors à droite, la stagiaire a focalisé sur le thème du film qui est le crime pédophile et a fait des collages de journaux et donc elle traite le contenu du film, on va dire. C'est pas du tout la même chose. Donc le dernier élément, c'est un élément qui va essayer de comparer les affiches non commerciales de cette cinéphilie tranquille avec le cinéma commercial. Donc là, je vous montre deux affiches du tombeau hindou, et qui vont focaliser sur les deux choses qui vont être très commerciales, c'est-à-dire A Girl and a Gun. Hein, la leçon, le cinéma, c'est A Girl and a Gun. Donc on va jouer sur les attributs sexuels secondaires de Debra Paget. Dans une scène très... on va mettre en avant la virilité du protagoniste principal et les aspects culturels vont paraître au second plan. Donc là, on est dans un film avec Debra Paget. Alors que si je vous montre donc l'affiche qui est exposée d'ailleurs aujourd'hui, qui est à droite maintenant, l'affiche cinéclubique, elle va mettre au premier plan l'architecture, faire disparaître Debra Paget au profit de Fritz Lang. Donc c'est plus un film avec Debra Paget, c'est un film de Fritz Lang. Donc ça, c'est bien connu dans l'histoire du cinéma, c'est ce qu'on a appelé l'auteurisme. Le cinéphile, c'est quelqu'un qui va recentrer son regard sur l'auteur du film, hein, bien sûr. Mais je trouvais que c'était intéressant de faire la comparaison comme ça, c'est assez rigolo. Et vous allez voir que j'ai un deuxième élément pour vous en convaincre. Alors, l'affiche originale, The Lady of From Shanghai, la version italienne, où à chaque fois, ce qu'on va mettre en avant, bien sûr, c'est le sex appeal de Rita Hayworth, avec même une forme d'impertinence, puisqu'on montre 2/3 sont derrière, ce qui en soi est une forme d'impertinence. N'est-ce pas ? Dans la version des débats, alors, c'est plus du tout un film avec Rita Hayworth, c'est un film de Orson Welles
avec Orson Welles, qui effectivement a un rôle dans le film. Et où, à l'image, c'est évidemment Orson Welles qui est valorisé. Hein, n'est-ce pas? Donc là, bon, donc vous voyez bien que cette cinéphilie que j'essaie de vous décrire, elle se trouve entre deux pôles. Le cinéma commercial, mais aussi la cinéphilie élitiste, tendance Cinémathèque Henri Langlois. Alors il y a peut-être un dernier élément que j'ai découvert et qui est hors exposé, hein, Michel, c'est aussi, dans les années 60, on va dire, le cinéma américain. C'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement aussi discuter de ça, la manière dont cette cinéphilie a ou non été amoureuse du cinéma américain. Parce que, par exemple, la cinéphilie à la Fédération française des ciné-clubs dans les années 45-55, c'est une cinéma de qualité, c'est une cinéphilie contre le cinéma américain, à cause des apports Bloomberg, etc. Et c'est une cinéphilie un peu sectaire pro-cinéma soviétique, et où, finalement, grâce au cahier du cinéma, on va dire, ou à cause des cahiers du cinéma, on va restaurer l'image de Hitchcock, Hawks, etc. Donc, en tout cas, cette cinéphilie que je viens de décrire, elle est relativement éclectique parce qu'elle montre aussi, par exemple, des films en Technicolor et elle joue sur cet aspect-là des choses. Donc voilà, en conclusion, j'ai envie justement de vous dire que cette ligne de conduite qui consiste à éduquer le peuple sans l'importuner par le caractère élitiste de la religiosité, c'était bien sûr cette cinéphilie des ciné-clubs. On le voit au travers des affiches, mais on le voit au travers de 100 ans d'histoire et de ce diaporama. Voilà, je vous remercie.